Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Vous nous recevez à travers les médias leaders Twi TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Je suis en compagnie du juge au siège, juge Vahar. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. D'accord. La décision est effective depuis ce 23 mars 2021. Les prix des hydrocarbures et du gaz ont connu une augmentation, une hausse de 10 francs sur le litre du Super 91, du gasoil et du pétrole. Le consommateur devra également débourser 500 francs de plus pour le gaz butane de 12,5 kg. Alors pour comprendre cette hausse-là, nous avons convoqué à la barre ce matin Désiré Ouedraogo. Il est secrétaire technique du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Alors, M. Ouedraogo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Nous sommes au tribunal et les premiers mots reviennent au juge. Ça sera juste après cette transition. Juge Vahar, vous avez la parole pour les avant-propos. Moi, j'aurai deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est la qualification donc des étalons du Burkina avec le match qu'on a disputé hier face à l'Ouganda. C'est vrai que la prestation, pour beaucoup, n'est pas du niveau qu'on connaît de nos étalons, mais je pense qu'on ne va pas faire la fine bouche. On a pu obtenir ce ticket-là, c'est le plus intéressant, et on pourra donc supporter ces joueurs-là et puis voir comment est-ce que les porter pour qu'ils nous écrivent encore une belle page de notre football et nous fassent rêver comme on l'avait vu dans les temps passés. Et moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et puis j'ai dit, faire la fine bouche, il ne faut pas trop le faire parce que on sait les restrictions qu'il y a eu pour la plupart des joueurs, notamment ceux évoluant en Europe. Beaucoup sont venus limite et ont eu à donc offrir ce qu'ils pouvaient au regard des difficultés. Je pense que ça ne donne pas forcément le visage vrai de ce qu'on a comme football, parce que il y a le coronavirus qui impacte avec les déplacements difficiles, notamment des joueurs. Donc il faut être un peu réservé, on va dire comme ça, sur la critique. Mais je me dis maintenant, c'est qu'il y aura l'enjeu d'une bonne recomposition de notre équipe pour la CAN qui vient, parce que vous voyez les deux joueurs qui sont en âge proche de la porte de la retraite, ils sont vraiment nombreux. Donc il y a Kamou Malo qui devra maintenant faire des choix assez intéressants et on verra ce que tout cela va donner. C'est vrai que Charles Kaboré, à l'occasion de ce match-là, a honoré sa 100e sélection. C'est cela. C'est quand même assez énorme. C'est assez énorme. Et puis bon, pour beaucoup on voit aussi que les prestations d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. C'est normal parce que le corps aussi il a ses réalités. Donc bravo aux étalons et on espère qu'on ira encore plus loin. J'ai dit deux avant-propos. Le deuxième avant-propos concerne la France avec le président Macron Emmanuel qui a reçu les dirigeants libyens, les tout nouveaux, à l'Elysée. Et il y a cette phrase qui sort qui quand même depuis hier est beaucoup commentée parce qu'il reconnaît, même pas à demi-mot, le rôle de la France dans ce qu'on a comme désordre en Libye. Il dit: nous avons une dette envers la Libye très claire, une décennie de désordre. Mais je pense que la dette n'est pas seulement à l'endroit de la Libye, parce que tout le Sahel a été fortement touché après cette intervention contre laquelle beaucoup de présidents avaient prévenu des conséquences. Et aujourd'hui, tu parles du président africain. Donc on a un président Macron qui s'aligne un peu encore derrière un autre président qui en son temps aussi avait accompagné Sarkozy dans son mouvement presque, je dirais presque fou, parce qu'il n'entendait plus personne. C'est bien l'ancien président américain Barack Obama qui dit de son passage à la présidence américaine, s'il y a un regret, c'est bien d'avoir accompagné Sarkozy dans ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui, c'est le président Macron qui le reconnaît, mais je pense que le reconnaître, c'est pas que. Ça veut dire que il y a, au regard du désordre qui a été créé, une responsabilité aussi qui est la leur. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que les chefs d'État africains continuent de dire que vous avez tapé dans la fourmière, vous nous avez créé des problèmes, on vous avait prévenu, et aujourd'hui il faut qu'on gère ces choses-là ensemble. Et ça, c'est une réalité. Et je dis, les mots
ça ne suffit pas. Les actes, ils le font encore plus. Ils ont des présences militaires qui sont chahutées, ça c'est une réalité, mais parce que même dans la présence, l'accompagnement ne se fait pas dans un confort, ça se fait dans l'inconfort de nos forces et dans l'inconfort de l'expression de notre indépendance. Ça aussi c'est une réalité. Donc il y a beaucoup à redire, mais c'est bon de commencer à reconnaître, mais les mots seuls ne suffiront pas. D'accord, merci pour ces clés de lecture. Merci également à l'équipe technique du tribunal de l'actualité. Vous allez parler de la Libye, un pays producteur de pétrole. Ça nous permet de glisser doucement dans le sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. On va parler de la récente hausse des prix des hydrocarbures et du gaz. Et comme convoqué ce matin, nous avons Désiré Ouedraogo, je le rappelais. Il est secrétaire technique du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Monsieur Ouedraogo, merci d'avoir honoré notre invitation. Première question déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité-là? Oui, en fait, le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures a été créé en 2009. Voilà, donc c'est véritablement à partir de 2010 que ce comité a commencé à vraiment fonctionner. Et il est composé de 3 ministères. Notamment, il y a le ministère de l'économie et des finances, il y a le ministère de l'énergie et puis il y a le ministère du commerce. Voilà, maintenant la SONABI participe aux travaux comme observateur et l'ensemble est logé à la primature. Voilà, voici un peu. Il n'y a pas une participation de la société civile? Non, il n'y a pas de participation de la société civile pour le moment, même si c'est vrai que il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en tout cas de ce côté pour venir participer, mais il faut se dire que la fixation du prix relève de l'État. Voilà, et faire participer peut-être la société civile, la réflexion se poursuit. Mais on se dit peut-être que c'est peut-être juge et parti, parce qu'ils vont peut-être participer à la prise de décision qui va leur être appliquée. Bon, ce n'est pas toujours forcément la meilleure formule. Mais la réflexion se poursuit, ce n'est pas à exclure. Juste là, nous sommes dans les questions de généralité. Oui, puisque nous sommes dans les questions de généralité, je veux comprendre comment est-ce que cette cellule-là fonctionne. Vous observez de façon journalière, périodique, les fluctuations, vous décidez des réunions périodiques, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a une surveillance, comment ça se passe? Ok, merci. Il y a une surveillance au quotidien et même souvent 1 heure, 2 heures comme ça, il y a ces informations-là. Excusez-moi, Président, je me permets de vous demander de dire à notre convoqué s'il pourrait parler plus fort, parce que même d'ici, j'ai du mal à l'entendre. D'accord. Ok, bon, je vous disais que le micro est... Moi, j'ai du mal à vous entendre. N'est-ce pas? D'accord. Peut-être l'habitude, mais il n'y a pas de problème, je pense. Merci. Merci. Donc, je disais, oui, il y a une surveillance au quotidien de tout ce qui se passe au niveau international. Et ça se fait à travers un logiciel. C'est le Platts. Voilà, le Platts, en fait, c'est une agence de cotation qui est utilisée par l'ensemble des acteurs au niveau international. Donc, même quand vous allez pour payer le produit, tout ce que vous avez en face de vous, vous font des propositions avec ces cotations Platts-là. Donc nous aussi, nous les avons ici et nous travaillons justement avec ces cotations-là au quotidien. Donc pour arrêter les prix, nous prenons la moyenne des 25 premiers jours du mois, N, pour fixer les prix du mois N plus 1. Voici un peu comment est-ce que nous travaillons. Donc il y a une veille vraiment quotidienne pour pouvoir suivre ces fluctuations-là. D'accord. Alors votre mission, c'est justement déterminer le prix des hydrocarbures. Aujourd'hui, quels sont les éléments qui concourent justement à la structuration du prix? Quels sont les éléments justement qu'on met en place pour sortir cette structure des prix des hydrocarbures au Burkina? D'accord. Voilà, ça vient un peu à la suite de ce qu'il est demandé tout à l'heure. Donc, cette veille permet de recueillir les données sur une certaine période. D'accord. Voilà. Et après, maintenant, on travaille sur la base d'une moyenne. Voilà, la moyenne des cotations. Et les cotations que nous prenons essentiellement, c'est le cours du baril de Brent, les différentes variations sur les 25 premiers jours, et le cours du dollar US. Voilà, c'est un peu ces 2 éléments-là qui permettent d'avoir le prix CAF, qui est déterminé d'abord, et après le prix CAF, dépôt côtier. Ça veut dire que le produit arrive au niveau de nos dépôts côtiers, à cette valeur CAF-là. Et il y a tout ce qu'il y a comme charges et fiscalité jusqu'à la pompe.
On peut rentrer aussi dans ces détails. Voilà, parler de ces charges-là, parce qu'effectivement, il y a des subventions, il y a aussi des taxes. Exactement. Donc, il y a déjà d'abord le prix CAF dépôt côtier qui est déterminé justement avec ces moyennes de cotation. Voilà. Et une fois qu'on a la valeur CAF du produit au niveau dépôt côtier, d'abord le produit transite par des bacs à l'international, il faut payer ces frais-là. Voilà. Donc il y a déjà les charges de dépôt côtier à payer. Donc ça, c'est déduit, c'est calculé. Il faut transporter le produit depuis le dépôt côtier jusqu'à nos dépôts intérieurs. Il y a le transport et le transit. Donc ça, c'est le deuxième poste de charge. L'importateur, la Sonabi, qui reçoit le produit et qui le stocke avant de le mettre à la consommation, qui teste même sa qualité avant de le mettre à la consommation, a une marge aussi à l'intérieur de la structure des prix. Il y a la ligne subvention qui ne concerne pas tous les produits, mais seulement le super, le gasoil, le gaz et les combustibles Sonabel. Ce sont ces produits-là qui bénéficient de la subvention. Donc là, on a déjà un premier sous-total qui prend en compte tout ce qu'il y a eu comme charge internationale, plus maintenant le transport, le transit et puis la marge de l'importateur. Et déduit éventuellement de la subvention. Ça, c'est le prix de vente du produit au niveau de la Sonabi. Ça veut dire hors taxe, hors douane. Après ça, maintenant, il y a la fiscalité qui va s'appliquer. Il y a les droits de douane qui s'appliquent sur le produit. Ça, c'est une convention de l'UEMOA. Il y a la TPP, la taxe sur les produits pétroliers. Ça, c'est vraiment burkinabé. Mais bon, ça, c'est du ressort du Burkina. Et pour la petite parenthèse, cette taxe-là, quand on la prélève, il y a 10% qui vont au niveau du développement des communes. Voilà. Il y a 40% de cette taxe-là qui va au budget de l'État et 50% pour le FSB. Voilà, en fait, le fonds d'entretien routier. Voilà. Donc ça, c'est pour cette taxe-là. Et il y a la TVA. Ça aussi, c'est communautaire, 18%. Donc, après les éléments de fiscalité, nous sommes partis du prix hors taxe. Nous ajoutons les éléments de fiscalité et nous avons maintenant le prix sorti de dépôt en TTC. Voilà. Mais à ce prix sorti de dépôt TTC, il faut maintenant ajouter ce que le distributeur gagne en vendant le produit. Donc sa marge est comme on va dire, administrée par l'État. Et il y a le détaillant au niveau du gérant, de la station, ce que le gérant de station gagne aussi en exerçant cette activité-là. Tout ça, c'est administré au niveau de l'État. Donc, la somme progressive de tous ces postes-là donne maintenant le prix à la pompe. D'accord. Voici comment peut-être s'il y a une question de généralité avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Oui, parce qu'on est déjà dans le sujet, c'est l'impression même que j'ai. Voilà, parce qu'on parle du prix CAF dépôt côtier. Oui. Aujourd'hui, le prix CAF dépôt côtier, c'est combien? Aujourd'hui, avec la dernière structure des prix, quand on prend, en fonction du produit, je prends peut-être quoi, le super ou le Super 91. Le super 91, le prix CAF dépôt côtier est de 247,55 francs. Voilà. 247. Oui, tout à fait. D'accord. Ça permet justement d'avoir une idée en tout cas avec les taxes que vous avez ajoutées. Je me dis que les charges qu'on a là-bas n'ont pas vraiment changé parce que j'avais l'ancien charge de dépôt côtier, c'est combien? C'est toujours 15,55? C'est généralement c'est 15,55, mais il faut dire que ces charges-là aussi varient en fonction des décisions que les pays côtiers prennent. Ce n'est pas systématiquement 15,55. C'est vrai qu'il y a de grandes négociations pour éviter justement que ces charges-là n'augmentent, mais ce ne sont pas des charges fixes. Mais aujourd'hui, on a combien? Actuellement, nous sommes à 15,55. 15,55. Voilà. Donc, on était prix de dépôt côtier. 15,55. Donc, prix de dépôt côtier, d'abord, on était à 247,55. 247,55. Oui. Ok. Et on est à 15,55 charges de dépôt côtier. Oui. Après transport et transit, ça a varié parce que tu as 43,65 en gros. C'est 43,20. En fait, ça varie aussi. D'accord. Et après, on a les frais images importateurs. Oui. Ça, on est à
27,93. Tout à fait, oui. Et puis la subvention, notre fameuse subvention, oui. elle est toujours à moins 59. Non, ça varie justement par mois. La subvention actuellement est de 18,03 francs. Bien sûr, on s'intéresse au super. 18,03. Mais il n'y a pas... C'est négatif en fait. Oui, c'est moins. Voilà. Mais il n'y a pas longtemps, on était à moins 59. Oui, justement. Mais pourquoi est-ce que vous êtes descendu jusqu'à moins 18? Non, ça dépend, comme je vous ai dit, du prix à l'international. Quand c'est élevé, en fait, c'est lui qui sert de curseur. L'État, souvent, met beaucoup ou réduit en fonction du prix à l'international. Je comprends. Voilà. On était, je me rappelle, prix CAF dépôt Coutier lorsqu'on était à 325. C'est quelle structure, s'il vous plaît? C'est Super 91. Oui, c'était la dernière, c'était 2000... je vais retrouver. La dernière, avant celle-là, c'est novembre. C'était novembre, non? Je pense que c'est novembre. D'accord. On était à 325,47 et puis en ce moment la subvention était de moins 59. D'accord. Maintenant on est à 200, vous dites 247, non? Oui. Je dis ça parce que la subvention permet à la fin d'avoir, si elle est bonne, d'avoir un prix de vente à la pompe qui soit plus supportable pour les... Oui, on est d'accord. Oui. Si on augmente la subvention, bien sûr, voilà. Au niveau de la pompe, ça change. Mais ça veut dire qu'on a quitté moins 59 à moins, quoi, vous dites 18? Oui, 18,03, oui. C'est quoi ce choix-là? C'est des pressions de trésorerie? C'est l'État qui ne peut pas subventionner plus? C'est quoi? Ne prenons pas forcément la subvention de façon isolée comme ça pour échanger, parce que là on va vraiment sortir un peu du contexte. Ok, parce que quand vous dites la subvention déjà, il faut peut-être réfléchir carrément toute la stratégie de la subvention. Et la réflexion se poursuit. Qui est-ce qu'on subventionne? Normalement, la subvention doit revenir à la population pauvre, à la population vulnérable. Vous voyez. Maintenant, quand nous subventionnons au niveau de la pompe, à qui ça profite en réalité? Est-ce que c'est forcément celui qui doit vraiment en bénéficier? C'est pourquoi je dis, ne prenons pas de façon isolée, expliquons d'abord jusqu'au bout. Bon, et après, on pourra prendre élément par élément. Voilà. Parce que vous voyez que celui qui a sa moto et qui va à la station, quel que soit le niveau de subvention, il ne peut pas prendre plus de peut-être 5 litres ou 4 litres. Mais celui qui vient garer sa voiture, vous voyez, vous êtes dans votre chose. En termes de, justement, c'est pour vous parler de la subvention, pourquoi est-ce qu'elle varie. Mais la subvention au niveau de la structure des prix, c'est elle qui sert de régulateur. Quand par exemple on finit de faire tout le total, c'est hors la subvention, quand on finit de faire tout le total et que le prix imposé par l'État est de temps, celui qui absorbe, c'est au niveau de la ligne subvention. On est d'accord. Voilà, un peu. Donc, c'est ça qui fait que à 615 francs, l'État dit 615 francs. Donc, pour absorber la différence là, ça fait les 18,03. Et c'est ce qui permet d'avoir à la fin le prix de vente sorti dépôt en hors taxe. Oui, ok, d'accord, en hors taxe. Allons-y. Voilà. Oui. D'accord. Et donc le prix de vente sorti dépôt hors taxe pour actuellement oui, c'est 316,20. 316,20. Oui. D'accord. Et maintenant, on a nos fameux droits et taxes de douane. Vous dites ça c'est communautaire, donc on ne peut pas trop travailler là-dessus parce que c'est ensemble avec d'autres pays qu'on a convenu ainsi. Exactement. Et c'est combien? 42? Actuellement, c'est 83,54. Non, ça c'est la TVA. Le droit de douane, c'est 33,26. Le droit et taxes de douane? Oui, 33,26. D'accord. Et les taxes sur les produits pétroliers? 125 francs, ça c'est fixe. C'est fixe. Oui. Taxes sur la valeur ajoutée, TVA? 80,54 francs. Ok. Et on prend maintenant on est quoi là, sur le prix dépôt, vente sortie dépôt en TTC maintenant. En TTC, et ça à 555. 555. Oui. Et puis on a les différents frais maintenant qu'il y a frais et marges distributeurs. C'est les marges des distributeurs et puis les détaillants. Ça vous ne pouvez rien. Là aussi, ce sont des marges qui ont été fixées depuis plus de 15 ans. Et ces acteurs-là même demandent à ce qu'on puisse actualiser, en tout cas revoir à la hausse compte tenu de l'évolution de leurs charges. Donc, même les frais et marges distributeurs, on est à combien? Les frais et marges distributeurs, c'est 36 francs pour le super. Et donc, frais et marges détaillants, c'est 24 francs par litre. Ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé. D'accord. Ouais. Maintenant, on revient à la fameuse subvention. D'accord. Moi, je pose la question parce que, vous savez, la question de la subvention, c'est rendre plus supportable au finish
une denrée à laquelle personne ne peut dérober parce que c'est dans le quotidien de tout le monde. On se déplace. Donc d'une façon ou d'une autre, l'État vient au regard d'un certain nombre d'éléments soulager pour ne pas qu'il y ait un impact sur, on va dire clairement, un niveau général des prix parce que ça revient après. Tout est transporté et tout le monde se fait transporter. Donc c'est la subvention qui vient sauver. Vous dites, quand je regarde, pour la dernière structure que moi j'avais avant celle-là, on était à une subvention de moins 59. Aujourd'hui, on est à moins 16. Moins 18. Moins 18. Oui. L'écart, il est quand même. Ça dit que c'est même pas réduit de moitié. C'est même plus que de moitié, même d'ailleurs. La subvention a été réduite plus que de moitié. Ça, c'est quand même fort. Pourquoi? Comme je dis, en fait, la subvention ici sert de régulateur de prix. Vous allez prendre peut-être des situations et dans votre situation, vous voyez que le prix CAF n'est pas le même que celui que j'ai. Je suis d'accord. Et le prix à la pompe n'est pas le même que celui que j'ai. Mais vous prenez quand même les deux subventions, on ne peut pas les comparer comme ça en réalité. Vous voyez, non? Ça veut dire chaque subvention est logée dans sa réalité. Voilà. Si vous prenez de façon isolée la subvention de la structure passée et la subvention de maintenant, il y a plusieurs autres variables que vous n'arrivez pas à insérer. Ça donne l'impression peut-être que la subvention a diminué. Ça, c'est peut-être l'impression que ça va vous donner quand vous voyez. En tout cas, de façon nominale. Mais non, justement, parce que de façon nominale, il fallait peut-être aller sur l'ensemble des postes et évaluer les variations pour savoir si en réalité ça a diminué ou si ça n'a pas diminué. Parce que du point de vue... Voilà. En réalité, c'est ça. Du point de vue du consommateur, oui, c'est mais du point de vue du consommateur, oui, la subvention vient l'aider à ne pas payer plus cher. Parce que sans subvention, oui, on aurait mis un peu plus de 18 francs. C'est ça en fait, de façon très claire. Sans subvention, on aurait 18 francs de plus sur le super 91. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Donc en clair, la subvention de l'État, ça vient nous permettre de ne pas payer aussi cher. Donc tant que l'État fait l'effort, il y a beaucoup d'autres choses qui sont sauvées. Chez le consommateur, on dira. Donc les calculs qu'il y a derrière nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait de façon maîtrisée quelque chose qui ne fâche pas tout le monde. Exactement. Et là, aujourd'hui, c'est le travail que nous faisons. Justement, je vous comprends très bien, mais la subvention, c'est le débat qui est venu. Alors, on dit la subvention de moitié, et puis on a un prix qui... Alors que si la subvention était maintenue, on aurait pu contenir. Peut-être qu'on aurait même une baisse. C'est l'impression que ça donne, ça c'est un. Et ensuite, je dis, la subvention, ça revient un peu à la question que j'avais posée. La question de la subvention, comment est-ce que, quand vous dites que c'est pour le consommateur, c'est quel consommateur? L'État, c'est pas seulement le consommateur. L'État cible les vulnérables, la population vulnérable, celle vraiment qui est dans le besoin de cette subvention-là. Est-ce que c'est efficace? Comme vous dites, si on garde le niveau de subvention, est-ce que c'est vraiment efficace? Vous savez que s'il y avait un effort dans la subvention, si on était passé, on n'était pas, même si on n'était pas à moins 59, qu'on était descendu même à moins 30, peut-être on n'aurait même pas eu une augmentation du prix du carburant. Vous êtes d'accord avec moi? À la limite. Mais vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Mais l'État aurait supporté plus. Donc, le problème... Et quand l'État supporte plus, c'est peut-être d'autres actions que l'État ne pourra pas faire. Je prends la facture pétrolière. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on va la payer. Quand on va sur le marché international, on ne parle pas de subvention là-bas. On te dit le prix, tu payes et tu amènes ton produit à l'intérieur. Maintenant, dans ta stratégie de vente, tu peux décider de subventionner, peut-être même subventionner tous les produits. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette subvention? Qu'est-ce qui est recherché? Comme je dis, il faut cibler ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, expliquez-nous concrètement en quoi est-ce que la réduction de plus de moitié de la subvention de l'État aide les personnes vulnérables. C'est comme je dis déjà d'emblée. Et je vous dis que quand vous prenez le calcul comme ça, ça ne reflète pas la réalité parce que chaque subvention est plongée dans son contexte. Mais réduire la subvention, c'est permettre à l'État
d'abord d'être la soutenabilité du poids de cette subvention-là. Il faut déjà même que l'État puisse supporter ça. Ensuite, il faut que cette subvention la réduction permet à l'État d'orienter ses efforts peut-être vers d'autres actions qui profiteraient davantage à la personne vulnérable. D'accord. Parce que la question de la subvention, oui, c'est un élément de la structure des prix. La structure des prix qui pour moi est très important. C'est parce que c'est un levier dont dispose l'État pour nous permettre de nous même pas avoir une hausse, ou bien même si au niveau international il y a des éléments qui pourraient concourir à ce qu'on le décide, mais que cela ne se fasse pas. Tout à fait. Je pense qu'ici on n'a pas fait ce choix parce que vous dites ce choix il y a la question de parce qu'il n'y a pas même une subvention que nous voulons. Je veux savoir quels sont les leviers qui sont possibles. Vous dites que droit et taxes de douane, ce n'est pas possible parce que c'est arrêté communautairement. Et les taxes sur les produits pétroliers, c'est 125. C'est 125. 125. Là-bas, c'est pas possible aussi de juguler les choses. C'est un choix aussi. On peut décider peut-être, même si on supprimer ça aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous allez baisser peut-être le prix d'un certain niveau. Mais vous êtes sûr que le mois prochain, avec la hausse des cours sur le marché international, vous allez devoir augmenter ici. Et vous enlevez aussi une possibilité pour l'État de pouvoir agir même, parce que ça c'est peut-être un levier qui est là à son niveau et qui lui permet de maintenir en fait la régulation des prix. Mais si vous enlevez cette marge de manœuvre et puis vous laissez les autres éléments comme tels, le mois sur le prochain, vous allez voir que tout de suite, le prix va commencer à augmenter et on va être encore assis en train de se demander pourquoi on augmente. Mais on aurait même enlevé cette ligne. Ça veut dire que quand on regarde... Voilà. Donc on dit que 125 francs, déjà je vous ai dit à quoi ça sert. Ces 125 francs-là. Et vous savez que collectivité, c'est important. Caisse de l'État, les routiers, c'est important. Voilà, on l'a compris. Okay. Mais ce que je veux dire, parce que pour le Burkinabé aujourd'hui, c'est que de plus en plus, la vie là, elle devient chère. Vous savez, avant que vous n'arriviez ici, il y a quelques jours, c'était la Ligue des consommateurs qu'on recevait, c'est-à-dire ceux qui nous défendent. Okay. Mais on leur a dit la vérité devant les yeux. Sur la question de l'ONEA, vous êtes au Burkina, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde paye plus l'eau. Oui. C'est pas que ça. Alors que la question du carburant, c'est une question qui est très sensible. Aussi. Dès que vous y touchez, il y a un effet boule de neige qui fait que tous les prix est aussi souvent impacté parce que tout est transporté, comme je disais à un moment donné. C'est pour ça que je pose toutes ces questions. Je reviens sur... J'ai peut-être quelque chose à dire en termes d'impact. Quand vous dites effet boule de neige comme ça, on a pris le soin aussi d'estimer, en tout cas d'évaluer l'effet de ces variations-là sur les prix à la consommation. Ça a été fait en 2019. En 2019. Oui. Et généralement, on sait que quand les prix varient, c'est plus vers les transporteurs c'est sur les transporteurs que ça joue parce que le carburant, c'est leur premier outil de travail, en plus de leur véhicule. Donc, l'étude a été un peu accentuée vers eux, leurs charges. On a essayé de voir quel était l'impact, en tout cas l'impact de la variation des prix sur eux, leurs charges et tout. On a fait l'étude ensemble avec eux. Et nous savons aujourd'hui, avec 10 francs de variation, à peu près quelle marge d'augmentation eux, ils peuvent faire. Et donc c'est maîtrisé et les services techniques du ministère du Commerce suivent ça de près. Oui, mais concrètement, avec 10 francs, vous êtes sûr que les tickets de transport, là, ça ne va pas changer, ou ça ne devrait pas changer? Ça ne devrait pas changer. Ça, c'est ce que je pense. Mais sur le terrain, vous verrez. Ah, sur le terrain, on ne pense pas, on paye. Oui, quand vous allez payer, vous allez voir. Vous allez voir. Mais je ne suis pas un transporteur, je ne peux pas. J'ai une question sur la série. Comment on était dans la structuration des prix là? Moi, j'ai l'impression que l'État, c'est-à-dire donne comme ça, et puis il reprend comme ça. La main gauche et il reprend la main droite. Quand on regarde la subvention, on est à moins 18. Oui. Mais quand vous regardez, après le prix de vente sorti dépôt, hors taxe, vous avez droit de douane 42, vous avez taxe sur les produits pétroliers 125, vous avez taxe sur la valeur ajoutée 96. Donc dans la structuration même des prix, je regarde, ça fait combien? Un peu plus de 200, c'est combien je vais calculer là? On est à 263 francs. Ok.
dans le prix qu'on a du Super 91 seulement, il y a 263 francs qui retournent, que l'État va redistribuer à un fonds naturel, dit tout ça. Bien sûr. Il y a 263 francs que l'État récupère. On est d'accord. Et il ne subventionne que 18 francs dedans. Par litre. C'est-à-dire l'État subventionne 18 francs. Donc si vous voulez bien comprendre, par perte et profit, en fait 263 moins 18. C'est comme ça que les consommateurs réfléchissent. Justement, ils se disent que l'État donne tout ce qui rentre là. Oui. Donc nous avons le devoir d'éclairer le consommateur. Quand vous dites qu'il prend 200 et quelques francs. 263. Oui, pour justement mener d'autres actions pour ces populations. On est d'accord. Mais voilà. Et à l'intérieur, on prend un peu pour quand même subventionner le carburant. Il y a des efforts qui sont faits. Vous savez, en fait, on ne parle pas de parler de l'or. Et ce n'est pas. On ne parle pas de l'or. On ne parle pas du carburant. C'est bien sûr. Mais on creuse, on prend, on vend. C'est l'or noir. Ça, c'est différent. Ça, c'est l'or noir. Voilà. C'est le l'or. Ça veut dire que ça s'intègre dans tout. Aujourd'hui, on parle de la structure des prix de ce carburant-là. Mais tout ce qu'on a comme marchandise, dedans, vous avez le prix du carburant parce qu'il est transporté, c'est ce qui impacte. À la fin, on a ce prix-là. C'est pour ça que je dis c'est pas de l'or qu'on parle, c'est un élément qui va avoir un impact fort. Cet élément-là, c'est pour ça qu'on se demande si l'État ne pourrait pas faire un autre effort actuellement pour ne pas qu'il y ait cette hausse. Enfin, c'est à ça qu'on veut venir en fait. Il faut aller plutôt dans un autre sens. Il faut se dire que les efforts, là, ça va aller jusqu'à quand? Tant que ça va monter au niveau international, l'État va quand même payer pour avoir le devoir, en tout cas, de rendre disponible ce produit-là. Mais cet effort-là, il faut l'estimer comment? Il faut aller jusqu'à quand? L'État aussi s'essouffle. Quand vous prenez des subventions en termes de milliards, et ce n'est pas rien. C'est beaucoup ce que l'État fait. D'accord. Donc on parle aujourd'hui de variation de 10 francs pour le prix du litre du Super 91, du gasoil, du pétrole. Alors, on a plus définitif aujourd'hui, on a 615 francs pour le Super 91, 545 pour le gasoil. Alors, on estime que vous n'avez pas suffisamment expliqué les raisons de cette hausse-là. On parle un peu du coût à l'international qui a flambé. Au-delà de ça, quelle explication vous donnez aux populations? Une autre explication, justement, c'est ce de quoi on parlait, c'est le niveau de subvention. La subvention, quand même, doit être maîtrisée et supportable par l'État. Parce que il y a d'autres implications. Quand vous prenez une grosse masse de subventions que vous n'arrivez pas à payer, il y a d'autres conséquences tout de suite. Parce que, comme je dis, la facture pétrolière doit être payée. Et ces conséquences-là, c'est encore sur les Burkinabés. Et ça vient souvent beaucoup plus fort que lorsque l'on demande une petite contribution aux citoyens. D'accord, parlons toujours de la subvention. Quand on prend aujourd'hui, le gaz est subventionné. Aujourd'hui, on augmente 500 francs sur le prix de la bouteille de 12,5 kg. Alors, pourquoi justement le choix sur cette bouteille-là? Et est-ce que ça veut dire que la subvention, de fait, n'existe plus? D'accord. En fait, comme je dis, il faut cibler le consommateur pauvre. C'est lui qui doit bénéficier plus des subventions. Et dans la catégorisation des bouteilles, on suppose que ceux qui consomment les bouteilles de 6 kg et moins sont ceux qui sont les plus vulnérables. Et qu'à partir de 12 kg en montant, on n'est pas forcément... on bénéficie de subventions, mais on n'est pas forcément aussi exposé que celui qui... Vous êtes dans les suppositions. Aujourd'hui, c'est vrai que la hausse concerne les bouteilles de 12,5 kg. Naturellement, beaucoup vont se rier sur les bouteilles de 6 kg, de 3 kg, avec justement ce qu'on connaît en termes de l'offre et de la demande. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'il y ait flambé à ce niveau-là? Pas du tout. Parce qu'il y a certains qui payaient la bouteille de gaz au prix justement actuel. Et qu'est-ce que vous avez comme moyen pour contrôler et justement faire en sorte que le prix ne flambe pas? Mais le contrôle, il est là. Le prix, il est administré. Le prix, il est arrêté à 5500. Quand on prend les 12 kg et demi, 5500. C'est ce prix-là qui doit être appliqué. Il y a des gens qui payaient déjà justement la bouteille de 12 kg et demi à 5500. Ce prix n'est pas un prix officiel. Ça, c'est le prix du marché noir. Ce n'est pas normal. Et les services du ministère du Commerce aussi travaillent à pied d'œuvre pour trouver ces acteurs indélicats. Ce n'est pas normal. C'est un produit qui est fortement subventionné par l'État. Et quand il y a un volet de votre question, en fait, malgré les prix, les hausses, la hausse que vous avez constatée, il y a toujours
263 francs 10 par kilogramme que l'État paye pour les 12,5 kilos. Ça veut dire, chaque fois qu'un consommateur va prendre une bouteille de gaz à 5500, l'État complète à hauteur de 3290 francs pour que le prix, pour en fait compenser et avoir le prix à l'international. Revenez à ce que vous avez dit là, parce que c'est important. Voilà, c'est important. Chaque fois qu'un consommateur va payer une bouteille de gaz à 5500, l'État complète avec 3290 francs. Donc c'est la subvention. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que la subvention n'existe plus, la subvention existe toujours. Quand on prend les 6 kilos et moins, l'État complète toujours 2220 francs. Le consommateur prend à 2000, mais l'État complète 2200, soit plus de 50%. Voilà un peu que la subvention existe toujours, mais c'est un effort simplement qu'on a demandé aux consommateurs pour accompagner l'État dans ses efforts. D'accord, on a tout de suite parlé de la structuration des prix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup d'implications, des taxes et des subventions. Exactement. C'est sûr que beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs n'ont pas compris grand-chose dans ce calcul-là. Mais quand on prend certains pays voisins, le secteur pétrolier est libéralisé et les prix sont relativement moins chers. Pourquoi pas cette option-là au Burkina Faso? Allons-y et faisons des comparaisons. Vous prenez quel pays par exemple? Laissez les pays côtiers ou Togo, Bénin, où quand même ils ont directement accès à la mer. On a le Niger par exemple. Le Niger est un pays producteur. Ils ont leur pétrole qu'ils produisent. Et ils peuvent le subventionner comme ils veulent. Si toutefois ils le font. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Les réalités, il faut peut-être nous comparer au Mali. Okay. Parce que nous sommes tous des pays de l'Interland et nous subissons en tout cas les mêmes... Là-bas également le secteur est libéralisé. Voilà, le secteur est libéralisé relativement parce que quand même les prix sont administrés. Ce sont des prix plafonds qui sont donnés là-bas. Les prix à ne pas dépasser au Mali. Voilà, maintenant... on le permet aux différents distributeurs de faire la concurrence entre eux. Mais par expérience, quand nous sommes allés au Mali, parce que nous sommes allés là-bas, vous avez vu que dès que l'État donne le prix plafond, presque tous les acteurs s'alignent sur ces prix-là. Voilà. Bon, comparaison n'est pas raison. Mais quand vous prenez le prix du litre au Mali, ou le prix de la bouteille de 12 kg et demi, ou en tout cas le gaz au Mali, ils sont relativement en tout cas plus chers que nous. Nous ne sommes pas les plus chers dans la sous-région. Quand vous prenez même avec la Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement alignés. Voilà, nous sommes pratiquement alignés. Pendant qu'eux, ils produisent et ils sont un pays côtier. La contrainte de transport et de dépotage et tout, ils ne l'ont pratiquement pas. Mais nous devons supporter tout ça et venir vendre le produit au même prix qu'eux, pratiquement. Vous voyez un peu qu'il faut forcément qu'il y ait des efforts de l'État derrière pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Les 500. Oui, les 500 qui représentent 40 francs par kilogramme. Oui, mais ça fait mal aux populations qui attendent les 500 francs. Donc c'est encore la même, presque la même explication que pour le carburant. L'État ne peut plus continuer de subventionner outre mesure, c'est cela. Outre mesure, oui. Outre mesure, en réalité, il faut vraiment maintenir la subvention dans des proportions soutenables. Soutenable par l'État et soutenable aussi pour le consommateur. En réalité, on ne peut pas évoluer dans un système dynamique avec des prix bloqués. Par expérience, ce n'est pas bon. Parce que nous ne commandons rien, nous ne dictons rien sur le marché international. Nous sommes des consommateurs à l'international. Nous allons, et en fonction du prix là-bas, nous sommes obligés de nous aligner pour amener le produit et le rendre disponible pour le consommateur. Voilà. Donc tous ces efforts-là sont évalués et parfois, l'État est obligé de demander une contribution aux consommateurs. Voilà, pour lui permettre aussi de souffler et orienter ces efforts-là vers d'autres secteurs qui en demandent. Parce que ce qu'on demande aussi, c'est pas forcément simple pour les uns et les autres. On sait qu'on est très engagé aussi et ça c'est depuis les années 85, par là 85-86, sur la question d'un pays salien, c'est vrai, mais il faut préserver le peu de forêt qu'on a et tout. Donc ça c'est une vraie préoccupation. Et je me rappelle qu'il y avait une étude qui avait été menée qui faisait ressortir que l'un des principaux éléments de réticence des populations à adhérer au gaz butane, c'est bien la question du coût.
non seulement de la recharge, mais aussi de ce que vous avez autour comme éléments, c'est-à-dire gazinière et tout. C'était des éléments de frein. Est-ce que vous ne craignez pas, à la limite, qu'avec ces augmentations, parce que 500 francs, c'est pas rien, il ne faut pas s'amuser. Au Burkina, 500 francs, c'est pas rien. Est-ce que vous ne craignez pas de saper tous les efforts qu'on a fait depuis? On a déjà une expérience. La dernière fois qu'il y a eu un réajustement de prix du gaz, c'était en avril 2013. Et le réajustement même, c'était 1000 francs sur la bouteille de 12,5 kilos. Mais ce que vous avez donné comme effet n'a pas été ressenti. Aujourd'hui, on suppose que pour 500 francs, non, la dernière fois c'était 1000 francs. Oui, mais si ça n'a pas fait 8 ans. Aujourd'hui, c'est combien? Parce que je sais le chiffre que les données statistiques données par notre l'INSD, ça date de 2005. Est-ce qu'on a de nouveaux chiffres? Puisque vous dites que ça n'a pas impacté. Oui, mais je cherchais avant de venir ici. C'est sur le marché. L'impact, en réalité, il faut juste observer sur c'est empirique. C'est sur les quantités. D'accord. Vous importez le gaz, sur les quantités, vous savez, si les gens sont orientés vers les 12 kilos, sont orientés vers tout de suite avec les chiffres, vous avez ces informations-là. Voilà. Donc, quand on a fait l'augmentation, quand l'État a procédé à l'augmentation en avril 2013, jusqu'à maintenant, pendant les 8 ans, ce que vous craignez comme renversement de situation ne s'est pas observé. On suppose aussi, là c'est vraiment de la suppose, on se dit, et on demande aux consommateurs de toujours accompagner l'État dans ses efforts, parce que l'État travaille pour qui? C'est pour nous tous. Il ne faut pas aller détruire les forêts, mais quand on détruit, c'est l'État, mais c'est nous d'abord, donc c'est nous. L'État fournit toujours des efforts, il faut accompagner l'État dans ces efforts-là. On a l'impression que les gens étaient pris au piège. On dit butane, c'est plus intéressant en termes d'éco-développement et tout, c'est s'assumer, se responsabiliser par rapport à demain et tout. Mais en même temps, plus ça augmente, c'est comme si vous êtes un peu pris au piège. Vous avez laissé certaines habitudes, mais maintenant avec la consommation nouvelle qui est la vôtre et pour laquelle on a fait beaucoup de promotions, vous êtes compris un peu au piège. On augmente et ça ne finit pas. J'ai retrouvé mes chiffres, on parlait de 4,8% seulement des ménages qui étaient au gaz butane. Okay. Et ça, c'est les chiffres de 2005. Non, ça a beaucoup évolué maintenant. Ça a beaucoup évolué. Et bon, c'est peut-être pas le lieu de le dire, mais il y a d'autres acteurs qui se sont intéressés au gaz et des gens qui consomment vraiment le gaz en grande quantité. Mais est-ce que dans tout cela, on peut espérer qu'il y ait une baisse par après? Et quels pourraient être les facteurs? Oui, la baisse, c'est comme je dis, je crois que vous êtes devenus des spécialistes du carburant comme moi. Vous savez que tout est dicté à partir de l'international. Si les coûts reviennent dans les meilleures proportions, dans de bonnes proportions, ça se répercute tout de suite. Ça c'est bien, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, ça se répercute tout de suite. L'année passée, si je ne me trompe pas, il y a eu une chute extraordinaire. Ça s'est pas ressenti sur les prix. Vous avez fait vos calculs, là, nous on n'a rien vu dedans. Vous avez vu, nous dans les proportions, il y a eu beaucoup de baisses. Ça veut dire que combien? En novembre 2018, le prix du litre de super était à 670 francs. En novembre 2018. Actuellement, malgré tout ce que les augmentations de 5 francs, nous sommes à 615 francs. Mais la plus grosse baisse, on l'a connue courant juin 2020. Oui, la plus grosse baisse du pétrole courant juin 2020, c'était ça? 2020, oui. L'année 2020, en tout cas, avec la pandémie, avec le Covid-19, en réalité, il y a eu une baisse des coûts parce que l'activité économique internationale était vraiment ralentie. Donc, il y a eu une baisse des coûts. Et ça, on a procédé à des baisses de prix aussi. Non, mais souvent, ce n'est pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que ça descend bien, là. Vous ne descendez pas bien le prix. Oui. Donc, vous faites un peu d'argent, mais quand ça augmente un peu seulement. Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être l'impression, mais c'est la perception du consommateur. Il faut éclairer le consommateur. Notre devoir, c'est ça. Il faut éclairer le consommateur, en réalité. C'est pas dès qu'il y a... non. L'État a supporté ces prix. Le mécanisme dit que quoi? Les prix varient chaque 3 mois. Ça veut dire, quel que soit ce qui se passe, en fait, 3 mois là, il faut tenir. Et maintenant, quand on voit là, on observe la tendance sur ces derniers mois. En 5 mois, nous avons connu 52% de hausse du coût du baril de Brent. En 5 mois. Ça, on est d'accord. Ok.
la Sonabi continue de payer le produit. Le Burkina, en tout cas, toujours fournit des efforts pour que ce produit soit disponible. Mais sur ces 5 mois-là, on a connu une baisse d'abord et ensuite une hausse dans les mêmes proportions, comme par hasard. Les efforts, c'est fourni toujours par l'État pour pouvoir maintenir le prix à ce niveau. Il faut que le consommateur le sache, qu'il y a des efforts qui sont faits et que ce n'est pas donner de la main gauche pour reprendre de la main droite, pas du tout. Votre analyse, on a fait une augmentation de 10 francs, mais la subvention est de combien? De 18 francs. C'est plutôt par ce bout-là qu'il faut le prendre. C'est ça. L'augmentation, c'est seulement 10 francs. Mais la subvention, c'est 18 francs d'augmentation. Pardon? Vous passez de passer de moins 59 de subvention à moins 18. C'est-à-dire, même si on était à moins 25 francs de 25 de subvention, on n'aurait pas eu de hausse. C'est ça que je parle. Non, j'ai dit, il faut les prendre dans leur contexte. Alors, parlons justement de contexte. Quand on prend le cas du Burkina Faso, c'est vrai que pour le Covid-19, il y a eu des aménagements, des mesures sociales pour accompagner aujourd'hui les consommateurs. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité, les chiffres qu'on a, ben pourquoi augmenter maintenant? Parce que effectivement, la réalité est toujours là. On a le Covid-19, il y a aussi l'économie qui en souffre. Pourquoi augmenter maintenant? C'est la question que les gens se posent. Et il y a un autre aspect, on parle de l'effet boule de neige soulevé par Geoffroy. On sait que quand le prix du carburant augmente, forcément, le prix des produits de grande consommation flambe également. Ça, c'est une réalité et c'est une crainte justifiée des consommateurs. Et c'est là justement tout le problème. Oui, mais je pense que j'avais répondu à ça parce que l'effet boule de neige dont vous parlez, je vous dis que l'impact premier, c'est sur le transport. Et au niveau du transport, avec les acteurs, nous avons déjà travaillé là-dessus. Donc vous nous garantissez qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix de transport général? Je dis, en tout cas, pas dans des proportions... on parle pas il peut y avoir augmentation alors. Il peut y avoir. Vous savez qu'on augmente de 10 francs, les gens ajoutent 500 francs sur les tickets de transport ou bien 1000 francs. Vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous nous verrons ensemble si ça va être... Vous avez déjà géré ça? Je crois que c'est déjà géré. Non, nous on n'est pas à l'église, on n'est pas ici. Non, croyez que ça va être géré. Non, ça ne relève pas tellement du CDPH, je vais dire. Mais nous avons travaillé à ça et tous les acteurs sont d'accord sur les effets de ces variations-là. Donc, rassurer le consommateur plutôt que de l'alarmer. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de variation. Notre objectif, c'est pas alarmer. Hein. Voilà. C'est dire que, parce que c'est. Je vais présenter l'administration. C'est dire qu'il n'y a pas d'effort possible. Ce sont les suppositions aussi que nous sommes en train de faire. En 2018, je me rappelle que parmi les raisons qui avaient été données, parce que 2018, on a eu quand même aussi. Bien sûr, 75 francs. En novembre 2018. Et reconnaissez qu'il y a eu beaucoup de gauche chaude pour 2018. Vous vous rappelez très bien. Ce qui avait été avancé, je pense qu'il y avait 3 éléments. Il y a comme on dit, les fluctuations à l'international. Le deuxième élément qui avait été donné, c'est le premier la question sécuritaire avec les efforts qu'on devait faire. Et puis le dernier élément, c'était la Sonabi. Donc la trésorerie n'était pas si bonne. Je pense que quand vous voyez en cette année-là, le résultat net c'était quoi? Moins 7 milliards, quelque chose comme ça. L'État devait beaucoup. Aujourd'hui, la santé de la Sonabi et ce que doit l'État, ça s'est arrangé? Je ne vais pas peut-être tout ça s'arrête aller à leur place. Mais je sais que c'est vous qui dites que vous devez souvent beaucoup. Je sais que des efforts ont été faits de ce côté pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la Sonabi. Jusque-là, l'État ne doit pas de façon exorbitante. En fait, ce système de variation de prix là, c'est pour éviter justement que l'État se retrouve encore dans cette situation où on doit faire de grosses variations. 75 francs, ça a été ressenti, et vraiment ressenti par toute la population. Ce que je ne comprends pas souvent, c'est quand on dit l'État fait des efforts, on demande aussi aux populations de faire aussi un effort, mais l'État là-même, là, il est fait de l'effort des populations à payer le taxe, impôts, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. On leur demander, oui, faites encore des efforts. On vient tous de Covid ensemble. Hein. Quand l'État dit non, vous savez, la réalité, elle est ceci, cela, 80% des personnes en âge de travailler dans les grandes villes, parce que c'est comme ça, c'est là, ça bouge, sont dans l'informel. Tu ne sors pas aujourd'hui, tu ne sors pas demain, après-demain, tu n'as pas à manger. Ça, c'est la réalité sur le quotidien du Burkina. Tout à fait. Donc, les efforts, c'est sur la question sécuritaire. Venez cotiser. Chacun lance quelque chose, telle autre chose. Venez cotiser, faites ce que vous pouvez. Faites ce que... Maintenant, quand ça vient sur des éléments qui sont sensibles comme ça, on dit non, faites encore des efforts. Parce que l'État ne peut pas. L'État pourra quoi? Quand? Mais l'État fait déjà beaucoup.
L'État fait déjà beaucoup. Ces questions sécuritaires sont toujours d'actualité. Covid-19 est toujours d'actualité. Tout ça, ce sont des efforts que l'État fait. Et c'est perceptible. Malgré tout, il y a des chantiers de développement qui sont en cours. Et pourtant, rappelez-vous, pendant près de 2 ans, on avait bloqué les choses, juste après l'élection de M. Kaboré. 2 ans, pendant 2 ans, on n'a pas eu de variation non, il y a eu des variations au niveau international. Tout cela, ça s'est passé. Oui. Mais vous l'avez augmenté. La conséquence, c'était la situation de novembre 2018. Parce que vous maintenez, c'est comme du champagne. Vous secouez, ça reste, vous bloquez le bouchon. Mais quand vous lâchez, ça sort. Au fond, est-ce que, quelquefois, sur le calendrier politique là, le calendrier politique lui-même là, il ne rentre pas en ligne de compte? Pas du tout. Ce n'est pas politique, c'est un travail. J'ai posé la question pour la c'est un travail technique que nous faisons. Voilà. Mais quand on bloque les prix, techniquement, pendant un certain temps, au niveau international, ça bouge. Et quel que soit comment que vous allez faire, vous allez ressentir les conséquences à un moment donné ou à un autre. Et ça va venir avec toute la pression qui se devait. Ce que vous avez maintenu à petit bout pendant un long temps là, quand ça va venir, c'est un cumul de tout et puis ça vient en même temps. Alors vous parlez du coût du baril à l'international. Oui. Selon certaines tendances, ça va rester à la hausse. Est-ce qu'il faut craindre une augmentation? Naturellement, pas craindre, mais il faut se dire qu'il faut aller, pas forcément vers la vérité des prix, mais il faut aller vers une application du juste prix au consommateur. C'est ceci, c'est l'équilibre là qui est recherché en fait. Que l'ensemble des acteurs, chacun à son niveau, puisse vraiment souffre le moins possible en tout cas de ces variations de prix à l'international. Et c'est ce que l'État fait. Donc vous nous annoncez d'autres malheurs alors. Parce que c'est vrai que tout le monde s'accède. Pour les mois qui arrivent après avril, c'est-à-dire juin, juillet, août, on pourrait fouiller encore 80 ou même plus le baril. Le baril de pétrole, de là en fait, 80 $ le baril de pétrole. Ça veut dire que avril, mai, juin, on aura encore des hausses plus intéressantes, mais plus fortes. Il ne faudrait pas que l'on compte sur l'État et sa subvention. On n'a qu'à se préparer à une autre hausse. Il faut un changement de mentalité. Mettre l'État derrière ça, c'est comme je dis, c'est une question de choix. La subvention pour le carburant, l'État peut bien le faire et le vendre à un prix social, vraiment social. Mais d'abord, ça profite à celui que ça doit profiter vraiment. Et ensuite, ces efforts-là, est-ce qu'on ne pourrait pas vraiment les réorienter vers d'autres actions? Vous devez certainement faire des études d'impact pour avoir les réponses justement à ces questions que vous posez. Ces réponses-là sont données, le juste prix. Ces réponses sont données dans le mécanisme que nous adoptons. Et le mécanisme dit qu'il faut varier chaque 3 mois. L'État a toujours une partie de subvention, mais cette subvention est contrôlée pour que ça ne rentre pas dans des proportions insoutenables. Et aussi protéger le consommateur de tout ce qu'il y a comme fluctuation au niveau à l'international. Ce mécanisme-là fait tout ça à la fois et c'est ce qui est appliqué maintenant. Je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire que dans combien de mois le coût va monter. La tendance actuelle en tout cas est haussière parce que l'activité économique internationale est en train de reprendre et il y a eu des accords des pays producteurs de pétrole pour vraiment maîtriser les quantités de la production. Donc vous voyez qu'en termes d'offres et de demande, la tendance en tout cas serait à la hausse. Maintenant, est-ce que l'État, mais ça c'est vraiment l'État, techniquement, nous pensons que techniquement, il faut suivre pour ne pas se laisser distancer. Ça veut dire, il y a ces efforts-là que l'État fera, mais il faut aussi le dire, il faut que le consommateur aussi. Donc, comme je ferai il faut que le consommateur se prépare à d'autres augmentations. C'est ce qu'il faut avoir comme des baisses. Nous n'allons pas être des devins ici. D'accord. Ou des baisses. Parce que si à l'international, il y a une situation qui permet cette baisse-là, ça se répercute. Ok. Mais il y aura toujours une ligne subvention. Il y a une part en tout cas que l'État continue de supporter. D'accord. Juste voilà, nous allons vous donner peut-être la parole pour donner, je dirais, votre regard sur ce qui a été donné comme plaidoirie par notre convoqué du jour. En tout cas, notre convoqué nous a dit plus ou moins ce à quoi s'attendait parce que l'argumentaire est resté sur cette hausse à l'international. Tout le monde est conscient que depuis plusieurs mois, ça ne fait que grimper. Et selon beaucoup d'observateurs, ça va continuer ainsi. Donc ça, c'est un argument qui
qui revient forcément. Maintenant, moi, là où je reste encore sur ma fin, c'est la question de l'effort. Demander à l'État, l'effort demandé aux populations et tout. Quelquefois, ce que la population a du mal à comprendre, c'est que son effort, il est perpétuel. Et quelquefois, il attend que celui qui protège tout le monde, le faible et tout, puisse contenir une partie. C'est dans la subvention et quelquefois, bon, je trouve que ma foi, on est à moins 59 et puis on revient jusqu'à moins 18 et on me dit que c'est pour les pauvres. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Alors que ça aurait pu permettre de contenir un certain nombre d'éléments. Maintenant, il y a une chose, c'est l'augmentation et puis la question de son impact. Moi, ça m'étonne qu'on nous dise qu'on augmente le prix du carburant, mais croyez-nous, ça ne va pas impacter outre mesure. Et on nous parle de proportion. J'ai dit, c'est pas une question de foi, on n'est pas à l'église. Parce que quand vous vous retrouvez à payer, vous regardez ce qu'il y a dans votre poche, si vous n'avez pas, vous vous retournez. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et les Burkinabés ont vraiment peur au regard de certains éléments. Et puis à la question du timing, j'ai dit, est-ce que, j'ai compris la réponse aussi qui est bien policier, est-ce que quelquefois aussi il n'y a pas de considération politique dans le timing d'un certain nombre d'éléments? Ça, c'est des choses aussi qui peuvent être regardées. Mais à la fin, c'est le consommateur de façon finale dont on va observer la réaction. Parce que je rappelle qu'en 2018, ça a eu du mal à passer, il y a eu des marches, il y a eu plein d'éléments. Aujourd'hui, on a eu la Ligue des consommateurs qui dénonçait n'avoir pas été associée, même si elle a la qualité d'observateur et tout. Bon, ça s'est fait de façon peut-être unilatérale. Il dit c'est comme ça que ça se fait, mais je dis c'est une pilule qui a du mal à passer aujourd'hui. Et puis ce qui fait mal là, les 500 là, ça fait très mal. Ça, il ne faudrait pas qu'on joue avec cette affaire-là. Donc voilà, ça sera mon mot, mais l'effort là, c'est tout le monde qui doit le faire. Ça, je pense qu'il faut qu'on retienne cela. Et on attend beaucoup de l'État. Merci, Juva, pour ce regard-là. Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé le sujet, c'est vrai, mais nous allons dire merci à notre invité, Désiré Ouedraogo. Il est secrétaire technique du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Merci d'avoir honoré notre convocation. Nous allons vous donner rendez-vous demain pour le même RS6, poser un regard critique sur l'actualité. On se donne donc rendez-vous sur les médias leaders Truth TV, Watt FM. Excellente journée.